Alors, non plus au sein de la Fédération CFDT, mais au sein donc de l'Europe, au sein donc d'un syndicat européen, fédération européenne, déjà dans le cadre des comités d'entreprise, mais les comités d'entreprise européens. Vous avez eu des activités d'expertise et également de coordination d'un certain nombre de missions. Activité donc que vous avez poursuivie à peu près, j'avais compté, bien 12-15 ans après votre retraite, donc du secteur professionnel. 10 ans, parce que sinon vous allez me vieillir de 5 ans. 10 ans, excusez-moi pour les 12-15 ans. Néanmoins, pour vous rajeunir, vous êtes toujours en activité, donc ce qui prouve que vous êtes jeune, puisque vous êtes à la fois consultant RH au niveau international, et également vous assurez toujours des cours, donc vous êtes chargé de cours à Sciences Po, dans les domaines qui vous caractérisent. Donc sans plus tarder, je vais vous passer donc le micro pour que vous puissiez nous éclairer sur ce questionnement concernant l'Europe. Et merci encore de venir traiter de ce sujet européen qui n'est pas un sujet facile du tout. Merci. Tous les sujets sont difficiles, dépendent de la façon dont on les aborde. Alors l'Europe, c'est l'une de mes passions, j'en ai d'autres. Mais je ne suis pas là pour en parler, je vais vous parler de l'Europe. Première question, puisque c'est moi qui questionne parfois, j'aimerais savoir quels sont ceux qui, parmi vous, ont participé aux 2 conférences précédentes. Levez la main, s'il vous plaît. Et ceux qui n'ont pas participé du tout? Ah oui, très bien. Alors, donc j'ai de nouveaux clients, si je puis dire. Donc je vais adapter, puisque par rapport à ce que j'ai déjà raconté sur l'Europe sociale, notamment, il y aura un certain nombre de redites ou de révisions. J'ai donc 1 heure, parce que j'aimerais bien aussi qu'on puisse échanger à l'issue de mon intervention. C'est une gageure. J'ai choisi un thème tellement large qu'on pourrait en parler pendant plusieurs heures. Je vais m'obliger à essayer d'être simple, parce que le problème de l'Europe, c'est que très souvent, personne n'y comprend rien, parce que c'est compliqué, parce que les institutions sont mouvantes, évoluantes, parce que le modèle européen ne correspond à rien d'autre dans le monde. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si l'Europe protège. Qui est protégé? Quoi? De qui? De quoi? Et si vous permettez, je vais la circonscrire à un certain nombre de sujets. Donc ici, il y a un certain nombre d'éléments connus qui recouvrent la démocratie, le fédéralisme, la liberté, la solidarité, qu'on retrouve d'ailleurs ici, mais avec un certain nombre d'autres éléments complémentaires, comme la tolérance, la justice. Ici, au centre, la sécurité. Ici, le social, c'est pour ça qu'il y aura, en tout cas, une passerelle avec ce que j'ai déjà pu raconter il y a 2 ans. Bien évidemment, la question de la protection financière, au sens large, avec la problématique de l'euro. Le panier, alors, je ne dis plus le panier de la ménagère. Je dis le panier du ménager, point central, etc. Ça évite bien des soucis. Et ici, évidemment, entourant la notion qui croise les autres de durabilité et d'équitabilité, l'économique, l'écologique, le social, etc. Donc la question c'est, est-ce que toutes ces notions ont un sens au niveau européen, et si oui, lesquelles? Je n'oublie pas naturellement ce qui symbolise ce chemin de croix pour certaines qui s'appelle l'égalité homme-femme. On en parle beaucoup.
là aussi, vous verrez qu'au niveau européen, il y a un certain nombre d'avancées significatives. C'est pas spectaculaire, ça fait pas l'objet du buzz dans les réseaux sociaux, mais vous verrez que ça a du sens. Alors, je commence toujours, quand je parle de l'Europe, par un truc qui paraît complètement illisible, mais qui est la représentation de plusieurs Europes, parce qu'il n'y a pas qu'une Europe. La question, c'est de savoir de laquelle on va parler. Alors, je ne vais pas tout vous développer, parce que ça me prendrait au moins 1 heure. Donc, je me contente de vous rappeler que quand on parle de l'Union européenne, celle qui va nous intéresser de plus près, ça englobe 28 pays. Au sein de cette union, il y a la zone euro. Donc l'Union européenne, c'est 28 pays, jusqu'à ce que le Royaume-Uni nous quitte, puisqu'il a choisi de sortir de l'Union européenne. C'est la première fois qu'un État membre choisit de sortir. Donc, nous serons 27 à l'issue des négociations qui sont actuellement en cours et qui devraient aboutir à quelque chose courant 2019. Et puis, vous avez quelque chose qui englobe à peu près tout et qui s'appelle le Conseil de l'Europe. Évacuons ça tout de suite. Le Conseil de l'Europe, ce n'est pas une institution politique au sens administratif du terme. C'est une organisation qui est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui avait pour objectif de promouvoir les droits humains, la culture et l'éducation. 47 États membres, dont des États éminemment démocratiques comme la Russie, la Turquie, l'Albanie, etc. Donc vous voyez que déjà les difficultés commencent, parce que quand on est signataire d'un texte qu'on foule aux pieds, ça pose quand même un certain nombre de problèmes de crédibilité. Et puis vous voyez qu'il y a un certain nombre de ronds, ou plus exactement d'ovales, qui recouvrent des accords commerciaux. Alors on parlera un petit peu des accords commerciaux, mais vous voyez que viennent empiéter sur l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et la zone euro d'autres éléments, soit commerciaux comme je viens de le dire, soit que l'on appelle l'espace Schengen. Et pour arranger les choses, l'espace Schengen, il y a des États membres de l'Union européenne qui ne sont pas dans l'espace Schengen. Il y a des États qui ne sont pas membres de l'Union européenne et qui sont dans l'espace Schengen. Ça simplifie beaucoup le sujet. Pour l'instant, on va en rester là. L'Union européenne, c'est donc les 28 États membres, c'est cette organisation qui est quand même connue parmi les 28 États qui en sont membres. Vous avez une petite animation ici qui vous montre l'évolution depuis 1957, les 6 premiers États membres, pour aboutir en 2013 à l'état actuel, le dernier État membre étant la Croatie. Et puis, on ne peut pas tout à fait en rester là, parce que vous avez ici ce qu'on appelle les candidats. Alors, ce sont soit des candidats potentiels, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément demandé à entrer dans l'Union européenne, et puis d'autres candidats qui sont des candidats en cours de négociation, comme par exemple la Turquie. La négociation avec la Turquie dure depuis à peu près 25 ans. La Turquie se plaint du gel actuel des négociations, mais il suffit de regarder ce qui se passe en Turquie pour comprendre que ce qu'on va voir après, c'est-à-dire les valeurs de l'Union européenne, ça pose quand même quelques petits problèmes pour que M. Erdogan puisse reprendre les négociations. Tout à l'heure, je vous ai montré un certain nombre de flèches où il y avait liberté, démocratie, etc. Donc, en termes de protection sur ce terrain-là, on va simplement observer que parmi les objectifs de l'Union européenne, il y a 3 éléments majeurs. L'union sans cesse plus étroite entre les États et les peuples européens, sauvegarder la paix et rechercher l'unité politique, assurer le progrès économique et social.
Voilà des choses parfaitement louables. On est dans la théorie, bien sûr, mais c'est quand même intéressant de savoir que ça fait partie des éléments majeurs de la Constitution de l'Union européenne. Alors, au passage, l'Union européenne a reçu en 2012 le prix Nobel de la paix. À l'époque, ça avait suscité pas mal de commentaires plus ou moins désagréables, parce que il est vrai que la paix a été préservée depuis plus de 70 ans sur le continent, en termes de guerre, on va dire, très large. Mais enfin, il y en a quand même eu quelques-unes, à commencer par le conflit de l'ex-Yougoslavie, qui n'a pas pu être réglé par l'Union européenne, pour des tas de raisons que je ne développerai pas ici. Ce prix a tout de même sanctionné le fait que cette période de 70 ans, c'est la plus longue de toutes les périodes de paix qu'a connu le continent européen. Si on remonte jusqu'au XVIe siècle, on n'a jamais eu de période de paix supérieure à 50 ans. Donc c'est un acquis tout à fait important. Autre chose qui mérite notre attention, c'est en termes de protection au sens très large du terme, c'est les principes et les valeurs de l'Union européenne. Alors, ça vaut le coup de lire un article qui est l'article 2 du traité. Alors, du traité, c'est pour faire simple, c'est le traité actuel, c'est celui de Lisbonne, effet 2009, et enfin, c'était déjà dans les traités précédents. Qu'est-ce que ça dit ? L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect, alors je dis maintenant humain, parce que si on dit l'homme, on ne sait pas trop de qui on parle exactement, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par, j'insiste, le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc ça, c'est l'article 2 du traité, et c'est inscrit dans le marbre, si je puis dire, c'est-à-dire que ça oblige tous les États membres à respecter cet article. Qu'est-ce qui se passe si l'un des États membres, voire plusieurs, ne respecte pas cela ? L'actualité nous montre que ce n'est pas évident de traiter ces problèmes. Il y a deux pays, notamment en Europe, en Union européenne, qui sont en train de prendre des chemins un peu bizarres. C'est notamment la Pologne et la Hongrie. Il ne s'était pas passé grand-chose jusqu'ici, à part des gros yeux de la part de la Commission européenne, des déclarations plus ou moins désagréables à leur égard. Pour la première fois, l'Union européenne a déclenché ce qu'on appelle l'article 7. Alors qu'est-ce qu'il dit l'article 7 du traité ? Il dit que si l'un des membres ne respecte pas ça, eh bien, il peut avoir des sanctions qui vont jusqu'à la suspension du droit de vote, la suspension des subventions, voire même, éventuellement, l'exclusion. Donc la Pologne fait actuellement l'objet de la mise en œuvre de l'article 7. L'ennui, c'est que les institutions sur ces sujets-là nécessitent l'unanimité, pas celle du membre qui est concerné quand même. Mais, étant donné qu'il y a un deuxième membre actuellement qui fait un petit peu le vilain, c'est la Hongrie, et on sait d'avance que la Hongrie ne votera pas les éventuelles sanctions. Donc ça fait partie des réalités européennes, c'est-à-dire que les textes sont excellents, leur mise en œuvre pose un problème de droit fondamental. Alors à propos de fondamental, avec ces principes et ces valeurs, il y a ce qu'on appelle la charte des droits fondamentaux. Ça a la même valeur que les traités, et ça traite essentiellement de ces 6 grands sujets, que je ne détaillerai pas, mais vous voyez tout de suite de quoi il s'agit: dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté, justice. Cette charte des droits fondamentaux, elle vise la totalité des citoyens européens, et
là aussi, c'est contraignant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un État membre de l'Union européenne et ne pas respecter, par exemple, les règles de justice qui supposent notamment que l'organisation judiciaire ne soit pas dépendante de l'organisation politique. Or, c'est précisément pour cette raison que la Pologne actuellement fait l'objet d'une procédure de sanctions. Pour ceux qui sont tout au fond, ça doit être un peu compliqué, mais je vous le dis tout de suite, toutes les diapos qui contiennent des chiffres, des sigles, c'est pas ça l'important. Ce qui compte, c'est des tendances, des évolutions, des objectifs, et donc ne vous arrêtez pas aux chiffres. Encore une fois, c'est pas ça le plus important. En termes de protection globale, on va dire, l'Europe a mis en route en 2010 un truc qui s'appelle la stratégie Europe 2020. Qu'est-ce qu'elle dit, cette stratégie Europe 2020 ? Elle partait du constat, alors rappelez-vous, 2010, on sort à peine de la crise financière. Dans la période précédente, l'Union européenne avait pour objectif le plein emploi. On y était presque dans les années 2006-2007. On verra ça un petit peu plus tard. Patatras, crise financière, qui a eu des conséquences désastreuses, on le verra aussi sur l'emploi. Donc l'Union européenne en a tiré un certain nombre de constats et de conclusions consistant à dire « je ne peux pas atteindre le plein emploi, c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt, donc je vais une stratégie globale qui est fondée sur trois notions. La croissance intelligente, il vaut mieux qu'elle soit intelligente, mais je vais préciser de quoi il s'agit. La croissance durable et la croissance dite inclusive. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Croissance intelligente, ça veut dire que dans le développement de cette stratégie, on tient compte du fait que le monde change, tout ce qui préside à l'activité humaine évolue dans un sens qui développe, notamment grâce à l'informatique, des métiers d'avenir, tandis que d'autres deviennent obsolètes. Donc en gros, la stratégie européenne, c'est de dire accompagnons ceux qui sont dans les métiers obsolètes pour les conduire vers les métiers d'avenir. Et ça suppose évidemment la mise en place de structures adaptées et non pas, je dirais, de postures consistant à essayer à la fois de conserver ce que certaines organisations appellent les avantages acquis en un seul mot, et d'autre part, la réalité de l'évolution humaine dans ses activités commerciales, technologiques, etc. Quant à la croissance dite inclusive, ça veut dire que la stratégie consiste à veiller à faire entrer dans le marché du travail ceux qui en sont exclus et à veiller à ce que ceux qui sont susceptibles d'en être éjectés ne le soient pas. Donc cette stratégie, elle est fondée sur, évidemment, des ressources financières. Ce qu'on appelle le plan Juncker. Juncker, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le président de la Commission européenne. Ce qu'on appelle le plan Juncker, c'est un système qui a consisté à mettre en place, avec la Banque d'investissement européenne, des passerelles avec le monde de l'entreprise privée qui vient abonder un certain nombre de choses qui attirent les entreprises. Je ne veux pas vous faire une conférence économique. Croyez-moi, c'est la manière la moins sotte de s'y prendre pour obtenir en quelque sorte une démultiplication de l'investissement de base. Donc en gros, l'Union européenne, elle met 50 milliards dans le pot, et à la sortie, aujourd'hui, on est déjà à 81% des 315 milliards espérés en termes d'investissement pour l'emploi, l'évolution des entreprises dans le bon sens, les équipements, etc., etc. À cet égard, vous voyez que là, vous avez ici la répartition
de ces investissements. Le gros, c'est 30% pour les petites et les moyennes entreprises, parce qu'on a enfin compris que le vrai tissu sur lequel il faut vraiment impliquer un maximum de moyens, c'est les petites et les moyennes entreprises. Les grosses entreprises, grosso modo, elles se débrouillent bien toutes seules. 22% pour, alors RDI, c'est pas un parti politique, c'est recherche, développement, innovation. Donc toute démarche, même d'une start-up, qui consiste à faire de l'innovation dans le bon sens, pourra obtenir des subventions de la part de l'Union européenne. Idem pour l'énergie, 21%. Alors l'énergie, pas n'importe laquelle, une énergie durable. Technologie numérique, on est dans le domaine, comme son nom l'indique, de l'informatique. Transport, 9%. Environnement et utilisation efficace des ressources, 4%. Et infrastructure sociale. Alors, à première vue, on pourrait dire, quoi, zut, ils mettent que 4% dans le social, c'est pas beaucoup. Mais vous comprenez bien que ce qui est investi ici est susceptible d'avoir des conséquences sociales positives. Le pognon, on ne le met pas n'importe où, n'importe comment. Sur cette carte sommaire, vous avez une répartition qui consiste à privilégier, c'est ceux qui sont en bleu foncé, ceux qui ont le plus de besoins, étant entendu que ceux qui sont en gris clair sont ceux qui ont le moins de besoins parce qu'ils s'en sortent très bien tout seuls. D'accord ? La France, elle est entre les deux, comme d'habitude. On est toujours dans la moyenne. Par exemple, en termes de médiocrité, la France est un exemple. Alors, pas dans tous les domaines, j'exagère. Enfin, on est souvent dans la moyenne. Du chômage, moyenne de la destruction des emplois, moyenne de l'évolution informatique, etc. Mais il y a de très grands et bons exemples du contraire. Ok ? Alors, au fait, oui, j'ai oublié de vous dire que ça, c'est d'actualité, tout à fait immédiate, puisque c'est l'actualisation des chiffres au mois de décembre. Alors, outre ces grands investissements qui sont faits en quelque sorte par l'Union européenne directement auprès des États membres, il y a d'autres démarches qui sont faites à travers les États membres et les régions. Donc c'est ce qu'on appelle le développement régional, lequel est fondé sur un machin qui s'appelle FESI. C'est amusant d'ailleurs, hein. Allons-y en région, faisons. FESI, c'est le Fonds européen de structure et de je sais plus quoi, mais je m'en fous, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le principe. Là, vous avez la déclinaison de tous les fonds. Alors, ça, c'est plus clair. FSE, ça veut dire Fonds social européen. Donc ça, c'est un ancien fonds qui remonte à pratiquement les années 1960-70. C'est la partie des ressources de l'Union européenne consacrée au social, c'est-à-dire à l'emploi, à la protection de santé, etc. Le fonds de cohésion, très important. Qu'est-ce que c'est que le fonds de cohésion ? Vous voyez sur la carte, là aussi, 3 couleurs qui correspondent au classement des pays du plus développé au moins développé. Alors, pour dire plus développé, moins développé, le critère, c'est le produit intérieur brut. Donc, on a fait 3 classements. Les régions les plus développées, c'est celles qui ont le moins besoin d'aide. Là, c'est le milieu. Et là, c'est ceux qui sont les moins développés. Donc, le fonds de cohésion a pour rôle très précis de faire en sorte qu'il n'y ait pas un écart considérable entre, au hasard, la Grèce et la France. Mais vous voyez que quand on raisonne au niveau régional, en France, on a 2 couleurs. Et parmi les régions qui sont moins bonnes que d'autres, il y a l'Auvergne. Alors pourquoi
il n'y a pas encore les nouvelles régions, c'est parce que les ressources qui sont actuellement en vigueur concernent les anciennes régions. Par exemple, au niveau agricole, les subventions qui sont accordées actuellement aux agriculteurs dans le périmètre français, c'est bien l'Auvergne qui est encore le périmètre ad hoc pour l'Union européenne. Les nouvelles régions, on en tiendra compte, à partir de la prochaine mandature, c'est-à-dire à partir de 2019, puisque je vous rappelle, pour ceux qui auraient oublié, qu'il y a des élections au Parlement européen et donc une modification de la Commission 2019. Voilà pour le fonds de cohésion. Le FEDER, c'est le fonds consacré à tous les projets, disons, non agricoles. Le FEADER étant la même chose que ça avec agricole. Et le FEANP, c'est un fonds spécifique consacré à la mer et à la pêche. Donc ces fonds, j'entre pas dans le détail, ça n'a aucune importance encore une fois. Ce qui compte, c'est que vous voyez bien que les ressources sont adaptées à la réalité du terrain. Et ça fonctionne donc au niveau régional. Et à tel j'espère que, eh bien, il y ait de plus en plus de jaunes ici et de plus en plus de jaunes clairs ici. D'accord ? Puisqu'on parle de sous, rapidement, il y a un sujet en termes de protection qui mérite notre attention, c'est le pouvoir d'achat. Alors, on entend régulièrement l'idée selon laquelle l'euro aurait constitué une catastrophe en termes de pouvoir d'achat à sa mise en place en 2002. C'est faux. Alors oui, si on regarde le prix de la baguette, en effet, il y a eu un certain nombre d'arrondis exagérés. Il y a eu d'autres petits produits comme ça qui ont fait l'objet d'augmentations spectaculaires, mais globalement, le passage à l'euro n'a eu strictement aucune influence sur le pouvoir d'achat qui a continué. Alors, tout ça, là, tout ce qui est autour, c'est du commentaire franco-français. Puisque ce que j'évoque ici, c'est le pouvoir d'achat en euros de la France. Et vous voyez que, à part un incident qui s'est produit ici et qui était, on va dire, très conjoncturel et non pas lié au passage à l'euro, le passage à l'euro, c'est là. Vous voyez que le pouvoir d'achat, il continue à l'exception de quelques petites périodes pour des raisons françaises, ce pouvoir d'achat, il continue à augmenter. La caractéristique française, au passage, c'est que jusqu'ici, on allait à peu près bien en termes de commerce extérieur, c'est-à-dire qu'on était en excédent. Depuis, ça ne s'est pas arrangé. Alors ça s'arrange un tout petit peu, mais pas tant que ça. Même chose pour le déficit public. On est allé jusqu'à 7,2. Alors peu importe l'échelle, ce qui compte encore une fois, c'est l'évolution. Alors ça s'arrange petit à petit, mais on reste quand même encore en dessous des critères, les fameux critères de Maastricht pour être notamment dans la zone euro, à savoir un déficit qui ne soit pas supérieur à 3% du produit brut. Nos gouvernants actuels, français, font tout ce qu'ils peuvent pour atteindre l'objectif, à nouveau, d'être au-dessous des 3% de déficit. Ce qui occasionne évidemment ici ou là un certain nombre de récriminations, parce qu'il faut bien tailler quelque part. Et celui chez qui on taille estime toujours que ce n'est pas le bon endroit, qu'il vaut mieux tailler à côté. En termes d'euros et de pouvoir d'achat, j'en profite au passage pour dire que toutes les ressources de l'Union européenne ne représentent en totalité que 1% des revenus, si je puis dire, des États membres dans leur totalité. 1% seulement. Donc vous voyez que si les États membres faisaient un petit effort pour accepter de faire du dessus ce qu'ils conservent jalousement à leur niveau,
ça irait beaucoup mieux. Toujours est-il qu'il y a aussi un autre problème qui pose d'énormes difficultés à l'Union européenne, comme à d'autres d'ailleurs, c'est l'évasion fiscale. Alors comment l'Europe lutte-t-elle contre l'évasion fiscale? C'est très compliqué, mais on va voir qu'elle a mis en place un certain nombre de structures intéressantes, et là, on en entend parler de temps en temps, la démonstration en étant faite avec les Google, Apple et compagnie, qui ont une espèce de savoir-faire extraordinaire pour ne pas payer les impôts là où leur activité se trouve, en utilisant un certain nombre d'astuces. Alors on va vous dire, et on continue à vous dire, c'est pas illégal. Alors après, la question c'est, est-ce que l'activité économique doit être regardée en termes de moralité? C'est un vaste débat que je n'ouvre pas ici. Justement, à propos de la lutte contre l'évasion fiscale, il y a un truc qui s'est mis en place et qui s'appelle le parquet européen. Alors, parquet au sens judiciaire du terme, c'est-à-dire l'organe qui dispose du pouvoir d'instruire un certain nombre de dossiers, et ce parquet européen, comme on n'a pas pu le mettre en place avec les 28 États membres, parce qu'il y en a qui traînaient les pieds, eh bien, on a opté pour ce que permettent les institutions européennes, c'est-à-dire on peut faire à quelques-uns ce que les autres ne veulent pas faire, pas aux autres, mais après, ils peuvent rejoindre le petit groupe si ça les intéresse. Il y a quand même 20 États membres qui sont d'accord pour la mise en place d'un parquet européen, lequel va fonctionner à partir de 2020. C'est-à-dire qu'à partir de 2020, ce n'est plus chaque État membre qui va essayer de faire sa petite cuisine au niveau fiscal, notamment, c'est l'ensemble du parquet européen qui va instruire ces dossiers. Au passage, il y a un dossier qui est intéressant en termes d'évolution de protection, c'est l'extradition accélérée. Vous avez entendu parler de ça, ou plus exactement, ça s'appelle aussi le MAE, mandat d'arrêt européen. Il y a un monsieur qui a été spectaculairement bénéficiaire du mandat d'arrêt européen, c'est l'excellent président de la région Catalogne, qui a donc été arrêté à Bruxelles en vertu du mandat d'arrêt européen. Alors la suite, peu importe. Mais en tout cas, cette procédure permet, dans le périmètre européen, d'arrêter quelqu'un de façon extrêmement rapide dans un État quelconque à la demande d'un autre État. Alors, autre façon de protéger à l'intérieur et à l'extérieur, c'est l'armée. Alors, l'armée européenne, est-ce que ça existe? Non. Je ne sais plus qui disait, l'armée européenne, c'est l'armée française. Parce qu'en réalité, alors ne parlons plus des Anglais puisqu'ils ont décidé de nous quitter, la seule armée opérationnelle en Europe, c'est l'armée française. Ça suscite d'ailleurs pas mal de commentaires, notamment en termes de déficit budgétaire. L'un des candidats à l'élection présidentielle précédente avait la bonne idée de dire il faut sortir des critères des 3% des dépenses militaires françaises puisqu'elles contribuent à la totalité de la protection de l'Union européenne. Ça avait du sens. Bon. Toujours est-il qu'il n'y a pas d'armée européenne et la question est de savoir est-ce qu'on pourrait faire une armée européenne et pourquoi faire? C'est un débat qui est ouvert. C'est pas quelque chose qui suscite actuellement beaucoup de commentaires, notamment parce qu'il y a des divergences très importantes entre les États membres et on ne voit pas très bien comment pourrait se constituer cette armée sur la base des actuelles relations qui existent entre les États membres. Autre truc qui protège les équipes communes d'enquête, ça s'appelle Eurojust, justice européenne, quoi. Donc ça, c'est les moyens qui ont été donnés au niveau européen de conduire des enquêtes transnationales. C'est-à-dire que sur un sujet aussi simple que le terrorisme, il existe
maintenant des moyens mutualisés qui sont conduits par des équipes communes au niveau de l'Union européenne. Je n'entre pas dans le détail, mais le principe doit être connu parce qu'il est évident que la mutualisation de ces moyens-là est beaucoup plus efficace que chacun dans son coin qui essaye de faire quelque chose. Et puis, Frontex. Frontex, c'est la mise en place difficile, avec des moyens financiers insuffisants, de corps de police aux frontières extérieures de l'Union européenne. On verra que l'une des problématiques majeures de l'Union européenne, c'est la question migratoire. D'autant que nombreux sont ceux qui font l'amalgame entre terrorisme et flux migratoire. Alors mécaniquement, il est évident que dans un flux quelconque de population, il y a un certain nombre d'éléments dangereux, indésirables, mais on sait aussi que le terrorisme recrute essentiellement sur place et que ce n'est pas dans les flux migratoires qu'on trouve les personnages les plus dangereux, c'est soit sur les théâtres d'opération, comme disent les militaires, soit chez un des pays européens. Donc ces moyens qui sont donnés pour renforcer les frontières sont intéressants en ce sens qu'on transfère au niveau européen des moyens qu'aucun État membre n'est en mesure de déployer, même sur ses propres frontières. Et lorsqu'on a vu, par exemple, certains États membres, au mépris des règles de Schengen notamment, ériger des barrières, voire des murs, on sait parfaitement que c'est totalement inefficace. D'ailleurs, on n'a jamais vu un mur avoir une quelconque efficacité dans la durée. Vous voyez le mur de Berlin, vous voyez la ligne Maginot. Bon, on peut toujours contourner, passer dessous, passer dessus. Bon. Parmi les questions de protection qui agitent le citoyen européen, il y a la question commerciale, qui est liée évidemment à la question financière. Alors, je vous ai mis quelques éléments d'appréciation pour bien situer la question. D'abord, vous avez ici la distinction entre le commerce des biens et le commerce des services. C'est classique, mais c'est intéressant de faire cette distinction parce que, en termes de commerce de biens, l'Union européenne est le premier exportateur mondial, avec 15% de la totalité des biens, mais en service, c'est 25%. Donc ce qu'on oublie souvent, c'est que l'Union européenne, c'est la première puissance commerciale mondiale. Alors évidemment, comme on y va un peu en ordre dispersé sur beaucoup de sujets, on ne bénéficie pas de cette puissance, attendu que lorsque M. Trump, par exemple, dit « c'est qui l'Union européenne ?» C'est à peu près la seule question intelligente qu'il ait posée depuis longtemps. Mais en tout cas, c'est une réalité. L'Union européenne est une espèce de colosse fragmenté. Mais en tout cas, sur le plan commercial, son poids est considérable. Quand même, au niveau des services, et les services, c'est vraiment l'activité majeure d'aujourd'hui, des exportations mondiales. Donc ça veut dire qu'on a la puissance pour peser dans les négociations. Et à propos de négociations, vous avez ici quelques éléments sur les accords de libre-échange. Parmi les valeurs de l'Union européenne, ça aussi c'est dans les traités, nous sommes pour le libre-échange et non pas pour le protectionnisme. Ne confondons pas d'ailleurs protectionnisme et protection. La protection, c'est le légitime besoin de ne pas être agressé, voire blessé, détruit, et le protectionnisme qui est la politique économique qui consiste à construire des barrières pour se protéger des importations des autres, avec les taxes, les tracasseries administratives, etc., etc. Donc, pour l'Union européenne, c'est promouvoir le libre-échange, lutter contre le protectionnisme, et toute notre législation, elle est fondée là-dessus.
Alors du coup, ça conduit à faire des traités commerciaux qui sont forcément des compromis. Un traité, c'est un compromis. Un accord commercial, c'est un compromis. Alors, je vous en cite deux qui ont fait l'objet de beaucoup de commentaires. Le CETA, qui est en vigueur. Donc, c'est l'accord commercial de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Alors, il y a eu des épisodes un petit peu difficiles, puisque, par exemple, la Wallonie, à elle toute seule, à un moment donné, a dit non, j'en veux pas. Donc, ce tout petit État microscopique, il a bloqué les négociations. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, encore une fois, est une espèce de construction juridique très complexe où un petit grain de sable peut enrayer la machine. Alors, il y a ceux qui disent c'est bien, parce que sur le plan démocratique, c'est bien qu'une région, un parlement national puisse dire quelque chose. Pourquoi pas ? Sauf que quand on mélange les sujets, c'est-à-dire quand on veut que les choses soient traitées à la fois au niveau de la vraie puissance et au niveau petite région, on n'y arrive pas. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui sont favorables, je le place ici, je ne sais jamais trop à quel moment je le place, mais cette fois je vais le placer ici. Moi, je suis favorable à la fédération européenne. Pourquoi ? Parce que actuellement, on ne sait pas très bien ce qui relève de la compétence de la Commission européenne ou du Parlement européen ou du Conseil européen et de la compétence des États membres. Pourquoi ? Parce que tout se recoupe un peu. Or, l'Europe, c'est nous. Je veux dire, quand on dit « Oh là là, l'Europe, ceci, l'Europe, cela », on se marche dessus, on se tire une balle dans le pied. Le fédéralisme, je prends un exemple. Les États-Unis d'Amérique, il vient à l'idée de personne de considérer que l'État du Wisconsin aurait quelque chose à dire en termes de stratégie militaire, en termes d'énergie nucléaire, en termes de politique étrangère. Ça relève de la compétence fédérale des États-Unis d'Amérique. Donc cet accord-là, le CETA, malgré les petites aventures passagères, il est en vigueur. Je ne parle pas de ce qu'il y a dedans, mais croyez-moi, malgré toutes les imperfections, c'est plutôt bon pour les affaires, puisque quand on regarde les flux commerciaux Canada-Union européenne, on a plus de possibilités d'exporter au Canada que les Canadiens en ont de nous envoyer leurs produits. Donc on est gagnant. Évidemment, il y a ceux qui disent « Oui, mais il y a un certain nombre de prescriptions européennes qui ne seront pas respectées, etc. etc. » C'est vrai à la marge. C'est pas forcément le plus important. Quant à l'accord avec les États-Unis d'Amérique, c'était un accord qui était en discussion, que beaucoup voulaient interrompre. Et bien Trump, à lui tout seul, il a dit « Stop, on arrête, j'en veux pas ». Du coup, on n'entend plus personne parler du TAFTA. Or, c'est comme avec le Canada. On a tout intérêt à trouver un accord de libre-échange avec les États-Unis. Figurez-vous qu'on vend plus de choses aux États-Unis d'Amérique que les États-Unis d'Amérique nous vendent. Par conséquent, en termes de commerce, on ne peut pas dire que l'Union européenne soit défaillante, mais elle est insuffisamment équipée pour négocier de très bons accords parce qu'elle ne profite pas. Alors un sujet d'actualité, félicitons-nous de l'accord sur le climat. D'abord parce que ça s'est fait à Paris, et surtout parce que là, l'Union européenne a fait preuve d'une unité parfaite. Tout le monde a accepté que l'Union européenne s'engage, et elle s'est engagée, de façon significative à réduire l'utilisation des gaz à effet de serre de 20% à l'horizon 2020, on y est bientôt, et de 40% à l'horizon 2050. Et le fait que les États-Unis d'Amérique en soient finalement dans une démarche de sortie, qui ne pourra d'ailleurs se faire qu'à partir de 2020, finalement n'entrave pas la totalité du sujet, puisque
le reste du monde, en quelque sorte, continue à s'engager sur cette action qui consiste à limiter le réchauffement climatique, que certains nient, à maximum 2%, voire 1,5% si c'est possible, dans les décennies à venir. Donc là, l'Union européenne, elle a bel et bien fait son boulot, et on peut dire que c'est surtout grâce à l'Union européenne qu'on est entré dans cet accord. L'accord de Paris, issu de la COP 21, c'est le premier accord mondial, soulignons ça, où 195 pays se sont engagés. Il n'y a pas de précédent. Alors, un truc aussi important, c'est la flotte. On en voit tous les jours. Eh bien, sachez que toutes les normes extrêmement rigoureuses appliquées en France dans le domaine de l'eau potable, ce sont des prescriptions de l'Union européenne. D'ailleurs, regardez les cours d'eau. Les cours d'eau, les flux d'eau, ils ne sont pas confinés aux frontières. Alors en France, on en a au moins un, c'est le Rhin, mais il y a par exemple le Danube qui traverse un certain nombre d'États. Donc qu'est-ce que ça veut dire de lutter pour une bonne qualité de l'eau, pas qu'un morceau du cours d'eau? Donc là aussi, il valait mieux, et c'est ce qui a été fait, faire en sorte que toutes les normes visant à avoir une eau de qualité soient des normes européennes. Sur la protection des océans, c'est un sujet dramatique. Eh bien, on a quand même 2-3 éléments de satisfaction. Par exemple, sur ce qu'on appelle la pêche durable. Grâce à une action concertée de l'Union européenne, on a, tenez-vous bien, sauvé le thon rouge en Méditerranée. Vous ne saviez pas? Si. Et puis un truc aussi très important, c'est Copernicus. Alors qu'est-ce que c'est que Copernicus? Projet européen consistant à surveiller la qualité de l'air, y compris la qualité du sol, à partir de satellites. Donc le projet prévoit la mise en orbite de 16 satellites pour avoir la totalité des moyens. Il y en a 5 qui ont déjà été mis en place, et c'est un moyen important pour la protection de notre chère planète. Alors venons-en maintenant à une question, ce qu'on appelle l'Europe sociale. Alors j'en avais donc parlé il y a 2 ans, sous un angle, on va dire, un peu plus technique. Là, je vais simplement souligner ce qui mérite de dire qu'on a une vraie protection européenne sur ces questions. Alors ce que j'avais traité il y a 2 ans, c'était essentiellement ça, c'est-à-dire les directives, les accords et l'aboutissement récent. Ça s'est fait à Gothenburg le 17 novembre 2017, c'est la mise en place de ce qu'on appelle le socle européen. Alors qu'est-ce que c'est que le socle social européen? C'est l'officialisation par l'Europe que le social, c'est aussi important que le policier, l'économique, le judiciaire. Autrement dit, il manquait un pilier important à l'Europe, nous l'avons. Alors maintenant, la mise en œuvre, c'est une autre histoire, mais en tout cas, théoriquement, nous l'avons. Au passage, la santé pour tous, ça fait partie des objectifs de l'Union européenne. Ça se concrétise par exemple par le financement des maisons de santé, à la fois par le FEDER, Fonds européen de développement régional, et puis aussi le Fonds agricole. Donc les maisons de santé, en France notamment, sont financées par une bonne part par les ressources de la stratégie 2020 de l'Union européenne. Quant à la carte européenne d'assurance maladie, voilà un exemple très simple de facilitation de déplacement dans le périmètre de l'Union européenne, puisque si vous êtes muni de cette carte, qui est gratuite, qu'il faut demander. Donc, avec cette carte, si vous tombez malade ou si vous avez un quelconque ennui de santé dans le périmètre de l'Union européenne et même un peu au-delà, parce qu'il y a d'autres pays qui ont signé cet accord, eh bien, vous êtes soigné sur la base des moyens locaux, évidemment, sans débourser un rond, et ensuite, il y a des flux de remboursement qui sont faits entre les États membres. Toujours en termes de droit social, juste un petit focus. Alors, ce document est un document syndical. Donc, c'est la vision syndicale. Ça veut dire que peut-être qu'ici ou là, il y a un certain nombre d'exagérations.
Vous savez, c'est une histoire, 10 000 manifestants pour la police et 3 500 000 pour la CGT. Quand je veux dire du mal d'un syndicat, je ne cite jamais la CFDT. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce sont les éléments qui situent l'Europe dans le monde. Donc le premier élément, le plus important, et encore une fois, c'est un syndicat qui le dit, hein, c'est pas un patron. L'Europe, alors ça c'est les indices de droit du travail, l'Europe est l'endroit du monde où les protections sont les plus fortes. Il vaut mieux travailler en Europe qu'en Arabie Saoudite. Et vous voyez que les couleurs, alors ça se voit pas très bien, surtout de loin, mais l'Europe c'est le seul endroit du monde où il y a du vert. Alors c'est pas vert d'ailleurs, c'est vert jaune, enfin bon bref. Là aussi, il y a, mais là c'est des lacs. Bon, cet indice indique simplement que l'Union européenne est l'endroit du monde où les travailleurs sont les mieux protégés. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de modèle social européen. Si on avait le temps, on pourrait regarder, il y a quand même des choses extrêmement préoccupantes. Vous voyez, par exemple, pays où les travailleurs sont exposés à des violences physiques, il y en avait 52 en 2016, il y en a 59 en 2017. C'est pas franchement réjouissant. Alors, venons-en maintenant à quelques chiffres. Alors, c'est pas pour le plaisir de vous assommer avec des chiffres, c'est encore une fois pour vous donner des tendances et en tirer des conclusions. Quand on parle d'emploi, la manière la plus simple de savoir si ça se passe bien, c'est le taux de chômage. Vous avez ici le comportement du chômage dans le périmètre de l'Union européenne depuis 2000. Les deux courbes, c'est la courbe bleue, c'est l'ensemble de l'Union européenne, et la courbe rouge, c'est la zone euro. Mais les deux ont le même comportement, c'est pas franchement surprenant. C'est-à-dire que jusqu'en 2008, tout va bien. Vous voyez que le chômage baisse. Et puis, pouf, tout ça, c'est les conséquences de la crise financière. Donc, qui s'est étalé, grosso modo, de 2008 à 2013. Le haut, là, c'est 12% de chômeurs du côté de l'année 2013. Après, ça redescend, et la bonne nouvelle, c'est que ça continue à descendre. Et qu'aujourd'hui, on est un petit peu au-dessus de 8 pour la zone euro, et carrément sous de 8 pour l'ensemble de l'Union européenne. Et puis, vous avez ici les performances de chaque État membre. La moyenne de l'Union européenne, c'est 7,3% de chômeurs. Alors, quand on parle de pourcentage de chômeurs, c'est par rapport à la population active. Hein, d'accord ? Vous avez la moyenne de la zone euro, et tout de suite à côté, vous avez la France, qui n'est pas du bon côté, mais voilà. Enfin, on est à moins de 10. On est monté à 13,5. Hein. Et puis, vous avez le premier de la classe, c'est la République tchèque, le deuxième, c'est l'Allemagne, et puis le dernier, c'est la Grèce, qui a encore un taux de chômage supérieur à 20%, toute population confondue. Une diapo dramatique, c'est le chômage des jeunes. Vous avez ici la carte globale de l'Union européenne, et la hauteur des colonnes vous montre l'importance du taux de chômage. Et puis vous avez ici le classement du jaune, moins de 10% de chômeurs, à rouge foncé, plus de 40%. Donc l'Espagne et la Grèce ont pratiquement un jeune sur deux qui n'a pas de travail. Un État ne peut pas fonctionner convenablement avec un taux de chômage de jeunes aussi élevé. Ça conduit à tous les excès, à tous les comportements de dérive, etc., etc. Ici, vous avez quelques exemples. La France est toujours à 24,6%, c'est-à-dire qu'un jeune sur 4 n'a pas de travail dans notre pays. Premier de la classe, l'Allemagne, avec 7%, et dernier, la Grèce, où on est 50%. Alors, l'Europe ne reste pas les bras croisés, puisque dans la stratégie 2020, on en a parlé, il y a la croissance inclusive. Donc l'Europe met des ressources très importantes pour financer
viennent évidemment en priorité les actions dans les pays les plus touchés, de façon à éviter, mais pour l'instant les résultats ne sont pas au rendez-vous, pour éviter ça. Alors c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle la divergence du chômage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant la période 2005, 2006, 2007, où on était pratiquement en train d'arriver à la cohésion au niveau européen, là, il y avait une divergence, mais on allait vers la convergence, et hop, c'est reparti de façon très amplifiée. C'est-à-dire qu'entre le Nord, qui a des résultats, on peut dire, satisfaisants, la moyenne de l'UE, qui est toujours dans une tendance qui n'est pas favorable, et puis le Sud, qui continue à avoir des problèmes de chômage très importants. Or, on l'a vu, je crois, l'un des objectifs de l'Union européenne, c'est précisément la cohésion, la convergence. Donc, si, malgré les ressources qui sont mises, affectées à cette cause-là, on n'arrive pas à un résultat satisfaisant. Alors, les causes sont multiples, hein, on n'a pas le temps de les analyser ici, mais il est certain qu'on ne peut pas considérer que l'Union européenne a réussi le pari de lutter efficacement contre le chômage. Alors ça tient vraisemblablement, notamment, au fait qu'on ne peut pas donner des ordres et on ne peut pas attendre le respect intégral des prescriptions de la part de tous les États membres, mais ça n'explique pas tout. Au passage, hein, juste pour que vous ayez ça sous les yeux, le coût du travail dans l'Union européenne. Alors, on n'est pas les plus chers, mais enfin, on n'est pas non plus les moins chers. Les plus chers, ils ne sont pas dans l'Union européenne, c'est la Norvège. Ça ne les empêche pas de vivre convenablement. Alors, une conclusion hâtive consisterait à dire il vaut mieux ne pas être dans l'Union européenne, puisque la Norvège, etc. C'est faux, parce que la Norvège n'est pas dans l'Union européenne, mais elle appartient à ce qu'on appelle l'espace économique européen. Par conséquent, elle est bien impliquée dans toute cette démarche de mutualisation. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que quand on a une telle différence entre, par exemple, le Danemark et la Lituanie ou la Roumanie, vous voyez bien que les employeurs sont tentés mécaniquement plutôt d'utiliser cette main-d'œuvre-là que celle-là. Et c'est ce qui conduit à la problématique redoutable des travailleurs détachés. Là non plus, je ne développe pas, mais ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que les chiffres sont significativement en augmentation. Il y a de plus en plus de travailleurs détachés. Ils étaient 600 000 en 2007. C'est difficile d'avoir des chiffres actualisés fiables. Les derniers chiffres officiels, c'est 2014. Donc on est très largement au-delà des 2 millions. Alors comment ils se répartissent? Vous voyez que le flux ici le plus important, c'est Allemagne-Pologne. La France, on en a 230 000. Et vous voyez ici que les pays qui détachent le plus de travailleurs sont les pays où, évidemment, le coût du travail est le moins élevé. Alors, comment lutter contre ça? La directive sur les travailleurs détachés vient d'être révisée. C'est moins pire qu'avant. On ne peut pas dire que c'est mieux, mais disons que c'est moins pire. Pourquoi? C'est pas tellement le texte en lui-même qui pose problème, c'est son non-respect. Parce qu'il y a des tas de gens, il y a des tas de petits malins, c'est comme l'évasion fiscale, qui réussissent à contourner le sujet d'une manière ou d'une autre. Et là aussi, l'Europe n'a pas su se doter de moyens mutualisés efficaces, parce que chaque État membre joue un petit peu seul dans son coin. Donc quand j'entends, quel que soit le gouvernement, quelqu'un déclarer sérieusement « Nous allons lutter contre le chômage, contre quelque cause sociale que ce soit, dans un périmètre national », c'est une escroquerie. Les flux de toutes sortes d'aujourd'hui ne permettent pas de lutter efficacement dans un périmètre national. C'est évident. Alors, un sujet plus... On va se détendre un peu.
un sujet plus agréable, c'est éducation, audiovisuelle et culture, parce que figurez-vous qu'il y a une agence européenne qui est consacrée à ça, avec des dotations financières évidemment. Parmi les nombreux sujets, il y a capitale européenne de la culture. Alors je parle de ça parce que, comment ça marche? Tous les ans, il y a 2 villes de 2 pays différents qui sont désignées capitales de la culture. L'un des intérêts de la chose, c'est d'avoir des financements, une aura largement supérieure à celle qu'on a d'habitude. Marseille a été la capitale de la culture, elle a bénéficié de financements importants pour son fameux MUSEM, le musée qui est l'un parmi les 5 les plus fréquentés du monde aujourd'hui. Et le prochain tour de la France, c'est 2028. Et parmi les candidats, il y a Clermont-Ferrand. Alors ça fait rigoler Télérama, c'est pour ça que vous êtes abonnés. Non, j'exagère, vous avez d'autres raisons. Donc, voilà quelque chose qui contribue à favoriser le candidat retenu, mais aussi à faire rayonner la culture européenne pour que ça ait de plus en plus de sens. On a plus de choses à partager au niveau européen qu'ailleurs. Et puis Erasmus, le fameux Erasmus, alors tout le monde connaît, donc je me contente de vous montrer que entre le démarrage 87-88 et aujourd'hui, on est passé de 3200 étudiants en mobilité à pratiquement 300 000 aujourd'hui. C'est un truc qui marche très bien. Alors maintenant, on a Erasmus+, c'est-à-dire qu'on élargit la possibilité de mobilité au niveau de l'apprentissage, au niveau de la jeunesse, y compris la jeunesse qui n'est pas dans un parcours universitaire, y compris à des gens comme vous et moi, qui n'ayant pas fait telle ou telle étude, peuvent les reprendre avec des mobilités en Europe. Alors, les procédures ne sont pas simples pour bénéficier de ce système, mais en tout cas, ça existe et c'est possible. Toujours dans le cadre de la détente, et je vois que l'heure tourne et que je suis hors délai, donc je vais accélérer. Voilà 4 petites choses qui méritent votre attention. Alors, c'est quoi le roaming? Il n'y a pas de terme français équivalent. Ça veut dire pouvoir utiliser au même prix son téléphone ou son smartphone, même si ce n'est pas son opérateur de base. Donc depuis juin 2017, vous pouvez vous livrer à vos gesticulations smartphoniennes dans tout le territoire de l'Union européenne. C'est le même prix que votre abonnement de base. Le plan très haut débit. L'Europe finance à hauteur, selon les États membres, entre 20 et 40% la mise en place, notamment de la fibre optique. Quant, entendu parler de ça? Oui. Ouais. Alors, ça n'a pas encore beaucoup de succès, c'est relativement récent, 2013. Quant, c'est une mention française, comme son nom ne l'indique pas, mais Quant, ça veut dire quantique, mot français, et want, mot anglais. C'est un compromis. Toujours est-il que c'est un moteur de recherche qui veut concurrencer Google, qui est un moteur européen, création française, Cocorico, pas de cookies, pas de traçabilité, donc c'est un moteur efficace, utilisez-le, ça remplace très avantageusement le moteur américain qui écrase tout le monde avec 97% pour l'instant l'utilisation au niveau mondial. Et puis un truc tout bête, l'aide judiciaire européenne en ligne. Ça s'appelle e-European Justice. Si vous allez sur le site et que vous avez besoin d'un avocat parce qu'il y a un Italien qui vient de vous faire des soucis, eh ben vous pouvez trouver des conseils en tout genre sur ce site-là. Et ça, c'est une initiative et un financement européen. On a presque fini et je gardais presque pour la fin le défi migratoire. Alors, vous avez des éléments absolument pas terrifiants, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de confondre les émotions. Vous avez ici la courbe des demandeurs d'asile. Je dis bien les demandeurs d'asile. Alors, quand on parle des migrants, alors il y a cette subtile distinction entre les migrants économiques, les migrants politiques, mais il y a d'abord, au niveau mondial,
la notion de demandeurs d'asile, ce qu'on appelle aussi les réfugiés, c'est-à-dire des gens qui fuient la guerre, qui fuient l'atrocité, qui fuient les bombardements, qui fuient les tortures, etc., etc. Et ces gens-là ont le besoin de protection absolument vitale, et l'Union européenne n'a pas été foutue de mettre en place quelque chose qui soit à la hauteur du défi. Donc ici, vous avez cette courbe. Les deux courbes, c'est pour tuer une idée reçue. La courbe bleue, c'est ce qu'on appelle les primo-déclarants. Ceux qui, pour la première fois, demandent l'asile. Alors, il y a des tas de gens qui vous racontent, notamment sur les réseaux sociaux, qu'il y a des gens qui viennent 5 fois, 10 fois, 15 fois, 100 fois, qui chaque fois viennent pour se faire soigner, pour profiter de nos régimes sociaux. Sottise. C'est pas vrai. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'on est passé de 200 000, hein, c'est en milliers ça, et on a dépassé 1 million de demandes d'asile sur le territoire européen. Si la courbe redescend un petit peu, c'est simplement parce qu'on s'est entendu avec les Turcs, ce qui d'ailleurs nous pose quelques problèmes de négociation, pour qu'ils en retiennent une partie, dans des conditions d'ailleurs dont on n'a pas à être très fier. Et puis les demandes d'asile, pays par pays, et vous le savez bien, c'est l'Allemagne qui en a accueilli le plus. C'est l'une des raisons, hélas, pour lesquelles Mme Merkel a été mise en difficulté, parce qu'il y a des petits malins qui continuent à dire qu'il n'y a pas de raison de s'occuper des réfugiés, c'est pas un vrai sujet, ils ont autre chose à faire. La France, qui ne fait pas partie des derniers, mais vous voyez que la répartition, elle est extraordinairement hétérogène. Et quand je dis l'Union européenne n'a pas réussi le sujet, c'est parce que l'Union européenne n'a pas été capable de trouver un accord avec les États membres pour une répartition équitable entre tous les États membres. Donc il y en a quelques-uns qui font l'effort, et il y en a qui font rien du tout, dont la Pologne. Tous les organismes qui sont là sont des organismes qui tournent autour de la question migratoire. Ça, c'est un fonds qui s'adresse aux plus démunis. Donc c'est mettre à disposition des plus démunis un pactage de base, si je puis dire. Frontex, on en a parlé, je crois, c'est la surveillance des frontières extérieures. Europol, c'est la mutualisation des moyens de police européens avec une agence qui s'occupe spécifiquement des migrants. Et puis là, vous avez d'autres fonds. Bref, l'Europe est capable de décider d'affecter des fonds significatifs à cette question-là, mais elle n'est pas capable de s'entendre pour que les États membres respectent, un, les prescriptions, deux, une répartition convenable. Tout ça, ça conduit à une opinion politique qui mérite d'être vite regardée de près. Premier élément, alors c'est très récent, hein, c'est des sondages qui ont été faits en 2016-2017, notamment par le Parlement européen. Vous avez 42% des gens qui ne s'intéressent pas à l'Europe. Ensuite, quand vous regardez les sujets prioritaires, eh bien, il y a une espèce de dichotomie entre les priorités qu'on souhaite au niveau de l'Union européenne et les priorités qu'on souhaite au niveau de son pays. Vous voyez par exemple qu'au niveau du pays, c'est le chômage, au niveau de l'Union européenne, c'est l'immigration. Et le chômage n'arrive qu'en 4e position. Pourquoi ? Peut-être que le citoyen français considère que c'est plutôt à l'Union européenne de s'occuper de la question migratoire. Lui, c'est pas son sujet, alors qu'il voudrait bien qu'on s'occupe de son chômage. Or, mesdames et messieurs, entre les flux migratoires et la situation personnelle de tout individu dans le monde, tout ça se tient. Si l'Union européenne et ses citoyens ne comprennent pas qu'en tendant la main aux autres, non seulement on rend service, mais qu'on évite tout un tas de choses désagréables comme la guerre, eh bien, on n'a rien compris au sujet. Alors, appartenance à l'UE, il y en a 53% qui disent oui, oui, très bien. Mais au niveau de la confiance, c'est non à 54%. Concernant le futur de l'Union européenne, on va dire que
il y a autant de pessimistes que d'optimistes. Est-ce que l'Union européenne est dans la bonne direction? Il y en a 56% qui disent non, c'est encourageant. Et puis, sur est-ce qu'il faut que l'immigration soit une politique commune de l'Union européenne? Alors là, de façon écrasante, c'est oui à 69%. Probablement pour les raisons que je viens juste d'indiquer précédemment. Je voudrais conclure sur un sujet qui a été traité dans une conférence que je n'ai pas faite. Et je voudrais vous lire un texte. Dans toutes les nations, ou presque, se manifestent les mêmes phénomènes de forte et brusque irritabilité qui résultent du sentiment d'insécurité. Pour se maintenir en équilibre, les humains doivent faire constamment un effort psychique. On ajoute foi aux mauvaises nouvelles plus facilement qu'à celles qui rendent l'espoir, et les individus autant que les États, plus qu'à d'autres époques du passé, semblent prêts à se haïr. Ce texte est extrait d'une conférence qui s'appelait « La désintoxication morale de l'Europe ». Ça paraît être d'une brûlante actualité. C'est M. Stefan Zweig qui prononçait cette conférence en 1932. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Peut-être à œuvrer pour que ce que M. Zweig redoutait et qui est arrivé ne se reproduise pas. Merci de votre attention.